Coucou ma chérie. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne peut être infidèle et dire à sa partenaire qu'il l'aime et qu'il puisse mener une double vie, à la maison avec sa famille et à l'extérieur avec sa maîtresse? On en parle ici. 40 ans mariée, moi-même victime d'infidélité, je coach les couples depuis 15 ans et je suis fascinée par le phénomène de dissociation. Comment est-ce qu'un homme en particulier peut absolument séparer sa vie en deux sans qu'il y ait aucun pont entre ces deux vies? Alors, il va être dans la sécurité, le confort, le déjà-vu de sa famille, de sa femme, certain que l'épouse n'ira nulle part, ce qui l'autorise bien évidemment à aller gambader. Et de l'autre côté, il vit en parallèle avec sa maîtresse une idylle, une aventure, et il n'a aucun remords, aucun regret, aucun rien, parce que pour lui, c'est deux choses complètement différentes. Alors, les chercheurs observent ce phénomène et c'est ça qui est fascinant parce que plusieurs s'y sont penchés et on voit vraiment comment est-ce qu'on peut identifier la dissonance cognitive, c'est-à-dire que le mécanisme classique de réduction de dissonance, c'est-à-dire que je peux me comporter d'une certaine façon et que ça soit contraire à mes valeurs parce que je sais que la sécurité qu'elle me donne est celle du fait qu'elle ne partira nulle part. Donc, je peux me dissocier de cette bouée qui va nulle part. L'autre, il y a la dissociation émotionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on coupe les émotions d'empathie, de culpabilité, de remords, de quoi que ce soit. On peut vivre l'un et l'autre. Il n'y a pas de rapport. Et puis, il y a le clivage, la dissociation fonctionnelle de la psyché, selon Jung, et qui veut dire que moi, je suis dans un surmoi, je suis dans un moi loyal, je suis dans un moi tellement supérieur que toute cette situation de tromperie, d'avoir une femme et une maîtresse, n'a pas d'impact sur moi parce que je suis au-dessus de tout ça. Alors, ce qui fait vraiment des comportements épouvantables pour la victime parce qu'elle ne peut pas comprendre qu'une personne peut avoir à la fois de l'amour pour elle et en même temps d'aller chez la voisine. Il y a vraiment cette dissociation, ce clivage et finalement, ce n'est pas la cause de l'épouse, ce n'est pas la faute de l'épouse, c'est simplement une illusion que la personne infidèle s'est construite et dans lequel il vit en toute impunité. Alors, le premier, vous savez, j'aime ça documenter. Alors, la première personne qui a mis ça en lumière, il s'appelle Festinger ou Festinger, dans les années 50, qui met vraiment en avant le fait que les actes contredisent complètement les valeurs de quelqu'un. C'est comme si le cerveau se met en forme de stress. Il se voit comme loyal et bon partenaire et en même temps, il trompe. Alors, pour réduire la tension que ça peut créer, évidemment, il se dit, c'est pas grave, ça fera rien, elle partira pas, je vais m'arranger avec elle, elle va oublier, c'est pas si grave, on a vécu autre chose. Donc, il y a vraiment cette séparation entre son cœur, ses valeurs et le comportement. Un peu plus tard, Pierre Janet, vraiment, et Helen Schroer, eux ont mis en avant que les hommes coupent complètement leurs émotions afin d'agir contre leurs valeurs. Alors, ils dissocient totalement leur cœur, là encore, avec le comportement. Donc, la double vie devient psychiquement possible parce que les deux mondes sont séparés, il n'y a pas de crise intérieure et il n'y a certainement pas le sentiment de culpabilité ou d'empathie. Alors, vraiment, ils se dissocient émotionnellement. Jung apporte un autre éclairage sur l'histoire. Lui, il parle de l'ombre, c'est-à-dire que l'homme refuse de voir son vrai soi. Il écoute plutôt son désir, sa duplicité, son impulsion. Il y a une espèce de clivage entre la psyché qui fonctionne en sous-personnalités séparées. Il y a une espèce d'inflation du moi qui permet à l'individu de croire qu'il est au-dessus de la mêlée,
qu'il a le droit à tout, qu'il est supérieur à tout le monde, qu'il mérite le fameux entitlement qu'on dit en anglais. Concrètement, il vit deux vies en se percevant comme un bonhomme et jusqu'au temps que le choc arrive devant la réalité qu'il n'est pas tellement un si bonhomme et qu'il doit à ce moment-là faire face à son ombre, faire face à ses fantômes et devoir ou pas intégrer finalement cette partie de lui qui est fausse, qui est fautive et qui est mensongère et qui amène évidemment la trahison. Dans les recherches un peu plus contemporaines, on voit aussi les styles d'attachement. Comment est-ce que les gens qui ont un style d'attachement évitant, anxieux, désorganisé vont croire sincèrement que la personne avec qui sa partenaire finalement restera parce qu'il neutralise complètement l'idée de la peur, l'idée de la perte, l'idée que la personne peut s'en aller. Alors encore ici, il y a une dissociation. Et puis, Gottman, sur laquelle je me repose souvent dans mes coachings, simplement qu'il résume encore une fois que le mode double vie permet cette séparation émotionnelle, cette séparation du comportement, cette séparation finalement de la psyché en deux personnages, un qui est libre et qui retrouve une partie de lui-même et l'autre qui est un peu sécure dans une partie, je pourrais le dire, un peu plus, j'oserais pas être prisonnière, mais un peu plus comportementée, comprimée, connue. Alors, dans toutes les études, dans toutes les documentations, dans toutes les psychanalystes, les psychologues, les psychiatres, les sexologues, les gens qui ont étudié le comportement humain et surtout dans le cas d'une trahison, d'une infidélité, arrivent à peu près à la même conclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport dans la tête et dans le cœur de l'infidèle entre la vie à la maison et la vie à l'extérieur. Il y a vraiment cette dissonance cognitive, cette dissociation émotionnelle, ce clivage, cette désactivation de l'attachement et absolument la suppression de l'empathie. Alors, c'est un système de protection, finalement, que de lequel l'infidèle se part, que ce soit d'un sens ou d'un l'autre. Tout ça pour lui permettre de s'accorder cette liberté unilatérale en croyant qu'il n'y aura pas de conséquences, en croyant que le fait qu'il agisse de cette manière-là lui est permise, lui est accordée parce qu'il le mérite. Croyant qu'il ne fait pas ou peu de mal à l'autre puisqu'il garde son cœur à la maison, il garde son comportement de père, de pourvoyeur, d'amant, d'époux, il garde le système à la maison. Donc pour lui, il n'a pas trahison puisqu'il maintient son engagement à la maison. Et de l'autre côté, eh bien, il va voir la copine, il va voir l'amante, et là, il peut évidemment lui jeter tout son dévolu amoureux, excitation sexuelle et blablabla, parce que c'est autre chose. Alors, lorsqu'on est victime d'infidélité, il est très difficile de concevoir ceci parce qu'on se dit, mais comment il peut dire qu'il m'aime? Comment il peut revenir à la maison avec le sourire aux lèvres, s'occuper des enfants, partir en vacances avec nous, etc. Et de l'autre côté, sauter chez la voisine et lui dire à elle aussi qu'il l'aime, qu'il va s'en occuper, blablabla. Eh bien voilà, c'est un système protecteur que l'infidèle met en place pour s'autoriser ses bêtises. Alors une fois que la personne infidèle prend conscience de tout ceci, il peut petit à petit, avec un travail souvent d'accompagnement, c'est pour là que je suis là, de réintégrer finalement tout son système d'empathie, tout son système de valeurs, tout son système finalement émotionnel, cognitif, reconnaître son système d'attachement afin de pouvoir mesurer l'impact que ça fait, se mettre à la place de sa partenaire et pour pouvoir corriger finalement la situation, réintégrer un système d'union dans le respect, la confiance et la construction du nouveau couple qui a été fortement fracassé. Alors tout ceci est très complexe mais fascinant. Alors je vais continuer bien évidemment dans d'autres vidéos. Likez, partagez, commentez.